Aujourd'hui, Mathieu Perrona, merci beaucoup d'être là, merci à vous d'être là aussi, qui est directeur du CEPREMAP, et donc je vous laisse expliquer de quoi il s'agit. Alors le CEPREMAP, c'est le Centre pour la recherche économique et ses applications, qui est une association de loi 1901 financée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est une de ces structures qu'on aime ou en tout cas qu'on fait en France. C'est par toute une série d'arrangements institutionnels l'héritier distant du Centre de recherche en économie du Commissariat général au plan, ce qui ne nous rajeunit pas, et ce qui en fait quelque part une vénérable structure qui a pas mal changé, et qui aujourd'hui est consacrée à être une courroie de transmission entre la recherche en sciences sociales, en économie en particulier, mais pas que, et les administrations, et ce dans les deux sens, c'est-à-dire porter aux administrations les résultats de la recherche et venir apporter aux chercheuses et aux chercheuses les questions que se posent les administrations pour savoir si la recherche répond déjà ou pas et dans quelle direction on pourrait l'orienter. Et c'est dans ce contexte-là que moi, qui suis économiste de formation, suis entré en contact avec Coralie Chevalier, ma co-autrice de l'ouvrage, qui, elle, est chercheuse à l'INSERM en sciences cognitives. Son point, c'était que depuis 20 ans maintenant, puisque l'édition anniversaire, il y a cette percée des sciences cognitives dans l'administration publique, autour essentiellement de l'ouvrage de Richard Thaler et Katzenstein, Nudge. Cette idée de ces petits coups de pouce qui aident les gens à prendre de meilleures décisions. Les nudges, c'est sympa, on pourra en reparler, c'est l'arbre qui cache la forêt comportementale. Et du coup, ce qui inquiétait beaucoup Coralie, c'est de voir que les administrations étaient très intéressées par ça, et pour des raisons structurelles, ne connaissaient pas bien le monde de la recherche française et le fait qu'il y a d'excellents centres de recherche en sciences cognitives en France, et du coup s'adresser, pour les accompagner dans cette démarche, à des consultances, des cabinets de conseil qui fournissaient pas, à son avis, quelque chose au niveau de ce qu'on faisait en France, de ce qu'on était capable de produire en recherche, en dehors de présenter quelques problèmes de conflit d'intérêts. D'où l'idée de monter d'une part une structure pour répondre aux besoins des administrations, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, et d'autre part d'écrire à quatre mains cet ouvrage pour essayer d'expliquer comment les sciences cognitives viennent interroger, informer notre manière de concevoir et de conduire la politique publique, et qu'une place appropriée, c'est pas en tout bout de chaîne de coller des autocollants sur des escaliers ou des mouches au fond des urinoirs, mais d'aider et d'impliquer l'ensemble des sciences sociales dans la constitution de politiques publiques faites pour des humains et pas pour des abstractions comme des agents rationnels. Alors justement, voilà, l'ouvrage c'est celui-ci, Homo sapiens dans la cité, comment adapter l'action publique à la psychologie humaine. Donc je pense que vous pouvez le retrouver à l'accueil, à la librairie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour qu'on voit bien concrètement en fait de quoi il s'agit, de ce constat que les acteurs publics ont tendance à considérer que en fait on serait des êtres rationnels qui agiraient de manière rationnelle, et finalement que nos comportements qui sont déviants entre guillemets ou considérés comme déviants, en fait c'est parce qu'on a des biais, qu'on se comporte pas de manière rationnelle, et du coup ça induit des problématiques dans les politiques publiques, puisqu'elles sont pensées d'une certaine manière et ça ne donne pas ce qui est attendu. Enfin, je crois que vous donnez dans votre livre des exemples, moi ça m'a assez étonné quand je les ai lus, sur le don du sang en Suède ou l'effet Cobra en Inde. Enfin, voilà, je vous laisse. L'effet Cobra était effectivement un bon point d'entrée. On se dit que, à minima, quand un agent public ou un décideur politique conçoit une politique, il ou elle a dans la tête une certaine représentation, ce qu'on appelle un modèle en sciences, du comportement humain. Et quand ce modèle est trop frustre ou pas adapté, on peut se retrouver avec des politiques qui ont des effets qui sont contraires à leurs objectifs.
ce qu'on appelle l'effet Cobra, d'une anecdote sur quelque chose qui se serait passé en Inde à l'époque coloniale, où les Britanniques avaient mis en place un système de primes pour les gens qui leur amèneraient des cobras morts à Delhi, parce que la ville avait un problème de cobras dans les rues. Les Indiens, pas bêtes du tout, se sont vite rendus compte que c'était beaucoup plus facile d'élever des cobras que d'aller les capturer entre les maisons. Et du coup, ils ont fait des élevages de cobras. L'administration britannique s'est rendue compte de son erreur et a annulé le programme. Suite à quoi, les éleveurs indiens de cobras ont relâché leurs cobras, devenus désormais sans valeur, faisant qu'il y avait encore plus de cobras dans les rues. Alors en France, on l'adore, cette histoire, ne serait-ce que parce que ça nous permet de se moquer de nos voisins britanniques, ce que nous aimons beaucoup. Sauf qu'il n'y a aucune attestation de cette anecdote dans les archives du Raj britannique. En revanche, c'est parfaitement documenté que les Français ont fait exactement la même chose lorsqu'ils ont construit le quartier français à Saigon, où ils ont construit cette merveille de l'influence civilisatrice française dans l'Asie du Sud-Est, qui était un quartier moderne avec des égouts, pour les Français, hein, pas pour les Vietnamiens, il ne faut pas exagérer. Les égouts qui sont un habitat parfait pour les rats, à une époque où on était en pleine épidémie de peste. Et face à ce problème, l'administration française a mis en place une prime pour des queues de rats. Évidemment, les Vietnamiens se sont mis à capturer les rats et leur couper la queue et puis les relâcher, puisqu'ils avaient très bien compris l'idée d'une ressource renouvelable, ou à faire des élevages de rats, ce qui a provoqué une flambée de peste dans la ville. Dans ces deux cas, évidemment, le défaut d'anticipation des administrations coloniales a certainement partie liée avec le fait que la politique publique telle qu'elle était pensée était destinée à des populations colonisées, racisées, et du coup, on n'allait quand même pas réfléchir jusqu'au bout à comment ils allaient réagir dans les mentalités de l'époque. Sauf que on se prend régulièrement les pieds dans ce tapis-là, et en Suède, à propos de Suédois, ils ont eu la même déconvenue sur le don du sang. Ils n'avaient pas assez de réserves de sang. Et du coup, ils se sont dit, on va donner de l'argent aux gens qui viennent donner leur sang. Rationalité économique standard. Si j'augmente les incitations, je vais avoir plus d'offres et je vais avoir plus de sang. Quelques mois après, ils avaient moins de sang, moins de donneurs et de donneuses, et du sang de plus mauvaise qualité, c'est-à-dire du sang plus contaminé par des maladies, des drogues, des médicaments. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il n'avait pas accompli l'étape élémentaire de comprendre les motivations des personnes qui viennent donner, qui la plupart sont motivées par un acte altruiste et qui réagissent assez mal à l'idée que ça puisse être un intérêt vénal qui les motive, typiquement avec éventuellement un stigmate. Quand le don du sang est bénévole et que vous revenez avec votre pansement sur le bras, t'es allé donner le sang, c'est bien, t'es courageux. Si les gens savent que c'est payant, t'es allé donner ton sang, je savais pas, t'as besoin d'argent toi ? Et du sang de plus mauvaise qualité, parce que les gens qui y sont allés sont les gens qui avaient effectivement besoin de cet argent-là, avec une proportion de gens en situation très précaire, d'usagers de drogue, etc., qui y trouvaient là un peu d'argent facile, mais qui ne correspondaient pas du tout aux besoins. D'où l'idée que nous défendons que le modèle du comportement des personnes auxquelles on s'adresse en politique publique doit systématiquement être explicité, à minima, et pour bien faire, construit à l'aide d'expertise et éventuellement d'études de la part de gens qui connaissent très bien la situation, scientifiques, acteurs de terrain et personnes concernées elles-mêmes. Et donc, vous promouvez l'idée aussi, pour les acteurs publics, de mieux connaître la façon dont on fonctionne, en fait, notre psychologie. Et moi, quelque chose qui m'a... Enfin, si c'est bien ça, ouais. Quelque chose qui m'a pas mal déculpabilisé aussi, c'est quand vous parlez des biais, parce qu'il y a tout un discours sur les biais humains. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les biais, le fait qu'on ne réagisse pas de la bonne manière, ou... on n'arrive pas à faire de la statistique, donc on est mauvais en calcul. Du coup, et là, vous expliquez qu'en fait, on a dans l'évolution, en fait, ce genre de capacité n'était pas utile pour notre espèce. Par contre, le fait de surréagir, le fait de reconnaître les individus,
ce sont de manière très précise, où on a cette capacité-là, vous dites, de reconnaître bien les individus. Ça nous a aidés en fait, à travailler ensemble, à coopérer. Et donc, finalement, quelque chose qui peut être perçu comme un comportement, comme un biais, vous nous rassurez, vous nous dites non, mais en fait, c'est normal, parce que dans l'évolution, on n'est pas censé être des êtres qui sont super forts en calcul, mais plutôt qui sont doués pour la coopération. Je pense qu'il faut commencer par définir ce qu'on appelle un biais. Dans les sciences cognitives, ce qu'on appelle un biais, c'est l'écart constaté, un écart régulier, répété, entre ce que ferait un agent parfaitement rationnel et parfaitement informé, disposant de capacités de réflexion illimitées, et ce que fait un être humain habituellement constitué, enfin disons statistiquement proche de la plupart des autres êtres humains. Et en ce sens, le cerveau humain est beaucoup mieux que rationnel. Parce qu'il y a beaucoup de décisions qui prennent énormément de temps, d'énergie à un agent parfaitement rationnel. Mettons un ordinateur, la reconnaissance d'image, c'est affreusement compliqué pour les ordinateurs. Et il y a encore des taux d'erreur qui sont colossaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la voiture autonome et des enjeux éthiques de la voiture autonome. Le problème de la voiture autonome, aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il faut renverser une grand-mère ou une petite fille, c'est de faire la différence entre un panneau stop et une petite fille. On en est là, pour quelque chose que le cerveau humain fait en quelques millisecondes. Et donc tous ces biais qu'on a identifiés avec ce terme qui est probablement très malheureux, mais qui est heuristiquement, par progression de la connaissance, extrêmement utile, ce sont des adaptations de notre cerveau pour fonctionner le plus rapidement et le plus efficacement possible dans des situations où on n'a souvent pas le temps de réfléchir. Et du coup, ces biais cognitifs, il ne faut pas essayer de les réduire comme si c'était une anomalie du cerveau. C'est un élément fondamental du fonctionnement de l'être humain. Et l'idée, c'est de faire les politiques publiques en fonction de ce fonctionnement réel de l'être humain, plutôt qu'en fonction du fonctionnement théorique d'un agent rationnel. Après, si je peux me permettre un petit pas de côté, un problème des politiques publiques, c'est qu'on a souvent un peu de mal à se représenter la rationalité des autres. Il y a ma rationalité, mais il y a aussi la rationalité des autres. Un exemple, à mon avis très parlant, c'est le problème des choix alimentaires. On a beaucoup entendu, c'est un vrai marronnier, le problème de ces mères, parce que ce sont souvent des mères, qui sont dans des situations précaires et qu'on voit en début de mois remplir leur caddie de plats préparés, plats en conserve et autres biscuits sucrés pour leurs enfants. Est-ce qu'elles ne savent pas que ça leur coûte plus cher alors qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent et que nutritivement c'est pas génial pour leurs enfants? Est-ce qu'elles elles sont peut-être pas très éduquées, il faudrait peut-être leur expliquer. Et du coup, on a tous ces débats sur ah oui, ces pauvres qui se nourrissent n'importe comment, qui crament leur allocation de rentrée scolaire en conserve. Sauf que quand les sociologues vont vraiment enquêter sur ces personnes, essayer de comprendre pourquoi elles le font, elles se rendent compte que leur choix est extrêmement rationnel. Quand vous êtes pauvre, par définition, vous n'avez pas d'argent. Et l'argent sous forme liquide, que ce soit du liquide ou que ce soit sur un compte en banque, c'est quelque chose qui peut disparaître très vite. Parce que vous avez un proche, un compagnon, une cousine, un copain ou une administration qui peut venir vous le saisir à n'importe quel moment. Donc, vous ne pouvez pas garder d'argent liquide pour faire vos courses de semaine en semaine. Garder de l'argent liquide en prévision des courses de la fin du mois, c'est risquer de ne pas manger à la fin du mois. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles stockent des aliments qui sont peut-être plus nutritivement pas idéaux, mais qui se conservent. Et donc, ce qu'elles achètent, et elles savent très bien que ce n'est pas idéal pour leurs enfants, mais ce qu'elles achètent, c'est l'assurance que leurs enfants auront à manger jusqu'à la fin du mois. Et c'est cette rationalité-là, ce qui fait que des campagnes comme par exemple les légumes frais, sains et légers dans votre budget, échouent complètement à faire une différence sur ces personnes-là, parce que leur problème, c'est pas un problème de connaissance, c'est pas un problème de rationalité, c'est un problème de contrôle sur le peu d'argent qu'elles ont. D'ailleurs, dans un autre passage du livre, vous nous incitez à plus rentrer dans l'état d'esprit des personnes en situation de pauvreté
et notamment sur le fait que la durée de vie en fonction de notre niveau de vie est différent, et que ça, finalement, ils ont intégré, ces populations-là auraient un peu intégré le fait qu'elles ont une durée de vie plus courte, et donc il y a un phénomène, vous expliquez, de faire des enfants plus jeunes, puisque, alors je ne sais pas, c'est consciemment ou pas consciemment, on sait que notre espérance de vie est plus courte. Les deux, en fait. Quand on fait des études sur des personnes en situation de pauvreté, bien sûr sur des personnes volontaires, on se rend compte que le fait d'avoir expérimenté de la pauvreté conduit à l'activation de certains gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique. Il y a certains gènes qui sont là chez tout le monde, mais qui sont plus activés en fonction de ce qu'on a vécu. Et les personnes qui ont été en situation de pauvreté ont suractivé certains gènes qui conduisent à profiter tout de suite des ressources parce qu'elles ont été exposées à des situations où ces ressources pouvaient leur être enlevées de manière brutale. Donc il y a une partie où fondamentalement le fonctionnement de leur corps et le fonctionnement de leur cognition va être un peu différent des personnes qui n'ont pas connu ces situations. Ce qui fait que c'est très difficile de se projeter dans leur manière de fonctionner quand on n'a pas soi-même connu ces situations-là. Et après, il y a des éléments qui sont... Et ça, typiquement, sur les questions de fertilité, c'est quelque chose qu'on constate de manière un peu continue dans toute la chaîne animale, en partant des races jusqu'aux singes, jusqu'aux humains, avec les situations de stress conduisent à essayer de se reproduire le plus vite possible. Après, vous avez d'autres comportements qui, eux, sont rationnels, là encore. Si j'ai une espérance de vie plus courte, parce que je sais que, vu mon origine sociale, vu ma situation, j'ai toutes les chances de mourir avant ma retraite. On a 25% des personnes les plus défavorisées, c'est pas rien, qui meurent avant 60 ans. Si j'ai un travail dangereux, je vais faire moins d'efforts pour préparer ma retraite. Je vais profiter tout de suite. J'en profiterai pas après, je serai mort. Et il y a des choses qui sont quasiment conscientisés et qui se retrouvent dans des comportements comme par exemple le tabac, où là, ça devient une motivation, une automotivation. De toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Donc, sous ces conduites à risque sont liées au fait que, sachant que mon horizon est plus court, eh bien, je vais profiter maintenant puisque les dangers auxquels je m'expose avec ces conduites sont dans un horizon qui de toute façon est plus ou moins barré par la possibilité d'une mort relativement jeune. Donc là aussi, le travail peut être au niveau de, évidemment, éviter les situations de précarité. Je veux dire, c'est quand même la base. Mais une fois qu'on a des gens qui sont en situation de précarité, essayer de de leur donner une représentation de la possibilité d'aller au-delà de cet horizon. Parce que c'est pas parce qu'ils ont la représentation que leur vie est risquée ou qu'elle risque d'être courte qu'elle va nécessairement l'être. Leur représentation n'est pas forcément alignée sur la réalité de leur espérance de vie. Et déjà les réaligner sur cette possibilité-là, remettre en évidence les conséquences à moyen terme, puisque le long terme est un peu trop loin, à moyen terme de leur comportement, ça peut faire ça peut avoir plus de résultats. Je pense qu'il y a eu des études dont je ne connais pas les résultats comme ça sur les différents messages d'exposition au tabac et sur le fait que sur certains publics, le risque d'impuissance, l'essoufflement par exemple, peut avoir plus de puissance de conviction que le risque de cancer à un âge plus avancé. Et ce qui vous amène à, par la suite, donc toujours sur cette question de la pauvreté, vous citez Esther Duflo qui a été prix Nobel d'économie pour dire que finalement, donc là c'est une préconisation que vous faites finalement aux collectivités de dire que pour enrayer la pauvreté, vous dites le mieux, le plus efficace, c'est de donner de l'argent sans condition. Puisque, alors ça c'est issu d'un autre paragraphe que je trouvais assez intéressant, c'est quand vous parlez du non-recours aux aides. Donc c'est vrai qu'il y a un article qui est paru récemment sur le chômage, je crois, 25% je crois de personnes au chômage qui ne sollicitent pas l'allocation. Donc bon, c'est 36% pour le RSA. Et donc finalement vous expliquez que les personnes sont dans une telle situation qu'elles ne sont pas en mesure de
demander les aides, ou alors ça ne rentre pas dans leur valeur, ou, enfin, voilà, vous expliquez plusieurs choses, mais enfin, vous allez nous expliquer. Et que du coup, finalement, il serait plus efficace de fournir des aides sans conditions, enfin sans tout cet attirail administratif qu'il faut passer pour finalement les avoir. Plutôt, enfin voilà, vous préconisez certaines choses pour les administrations en termes d'efficacité contre la pauvreté. Il y a deux leviers qui sont bien identifiés par la recherche pour expliquer le fait que beaucoup de gens ne réclament pas les prestations auxquelles ils ont droit. Et quand on dit beaucoup de gens, ça veut dire que dans la plupart des pays de l'OCDE, y compris en France, toute politique peine à atteindre plus de 60% de ses destinataires. Moi, une politique qui manque quasiment la moitié des gens qu'elle cible, et souvent ceux qui en ont le plus besoin, j'arrive pas à appeler ça une réussite. C'est quand même un échec massif et collectif de notre organisation. Deux mécanismes essentiels pour expliquer ce non-recours. D'un côté, la complexité. On est tellement averse à l'idée de peut-être donner un peu d'argent, et souvent c'est pas des sommes fantastiques, à quelqu'un qui ne le mérite pas, qu'on met en place des contrôles, qui sont autant de papiers à fournir, de démarches à accomplir. Quand on regarde ces démarches, on les regarde un peu du confort de notre bureau d'administratrice ou d'administratif, et on ne se met pas à la place des personnes qui peuvent ou qui doivent en bénéficier. Ces personnes-là, il faut se dire qu'elles ont une charge cognitive qui est sans commune mesure avec celle qu'on a. À tous nos soucis, à nous, se rajoutent des soucis. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Est-ce que je vais avoir un endroit où dormir? Est-ce que le marchand de sommeil va pas me demander une nouvelle augmentation ou un nouveau truc en liquide? Est-ce que je vais pas me retrouver ressorti du territoire? Est-ce que j'ai encore un truc propre à mettre à mes enfants? J'ai pas de machine à laver, il va falloir que je m'organise à la laverie, mais à ce moment-là, je peux pas aller travailler à telle heure. La vie est infernalement compliquée pour les personnes en situation de précarité, qui fait que remplir 5 pages de formulaire, dans un langage en plus souvent difficilement compréhensible, c'est juste infaisable pour ces personnes. Et ça, c'est vraiment l'argument clé pour dire que dès lors qu'on a des bonnes raisons de penser qu'une personne est susceptible d'être en situation de précarité, et ça, à un moment où tout le monde remplit une déclaration d'impôt, l'administration a cette information, on verse la prestation, quitte à corriger ex post quand on voit les autres déclarations de revenus qui arrivent. L'autre obstacle ou frein important, c'est la stigmatisation. Moi, je ne suis pas un cassos. Quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans le mouvement des Gilets jaunes, et c'est pour ça que je reprends ce terme qui était central dans leur rhétorique. Si tout le monde y a droit, le fait de bénéficier de la prestation n'est plus un stigmate. Et du coup, ça lève le problème de populations qui ont droit à des accompagnements, mais qui n'y vont pas parce qu'elles ont peur qu'on se rende compte que. Ça marche. Après, je trouvais intéressant aussi, parce que je me posais la question, là, vous étiez pas mal sur une première partie du livre sur la personne en tant qu'individu, mais finalement, il y a aussi la dimension sociale, l'environnement, la dimension sociale des comportements, et vous parlez de pourquoi la réputation est quelque chose qui est important pour nous. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, la réputation, bon, ouais. Et après, quand j'ai lu dans le détail, je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est possible qu'on agisse d'une certaine manière parce qu'on veut paraître d'une certaine manière, enfin, que les autres nous perçoivent comme une personne avec qui, voilà, on peut travailler, on peut collaborer. Et vous expliquez pourquoi c'est important, finalement, chez les êtres humains, cette idée de réputation. Quand on essaye de définir, de modéliser vraiment le comportement des relations sociales des humains à très bas niveau à la base, les humains sont des coopérateurs conditionnels. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas égoïstes à toujours essayer d'avoir le plus. Ils ne sont pas bonne poire à toujours donner sans jamais recevoir en retour. Ils coopèrent avec les personnes avec qui ils pensent qu'ils vont coopérer en retour, en fait. Il va y avoir une coopération mutuelle. Il se trouve que notre cerveau est particulièrement bien outillé. Il se trouve, c'est des millénaires, des millions d'années de sélection, est particulièrement bien outillé pour ça.
on a une capacité à se souvenir des visages. On sait qui est-ce qui a bien travaillé, qui est-ce qui a été coopératif et qui est-ce qui s'est moqué de nous. Et on prête beaucoup d'attention à ce qu'on nous dit des autres. Et on peut faire des expériences là-dessus où on met les personnes en situation d'entendre parler d'une personne. Donc on lui crée en laboratoire une réputation. Et ensuite, les sujets de l'expérience, voient cette personne accomplir un acte ambigu, qui peut être vu comme un acte pas très sympathique. Par exemple, embarquer les cookies qui étaient destinés à l'expérience pour les manger eux. Enfin, embarquer les cookies destinés à l'expérience. Et selon ce qu'on a entendu parler, ce qu'on a entendu de cette personne, l'interprétation qu'on va faire de l'acte ambigu va être complètement différente. On va se raconter une histoire pour être raccord avec ce qu'on nous a dit. Au point où on peut aller assez loin dans l'expérimentation et montrer la personne faisant un acte manifestement égoïste. C'est pas juste embarquer les cookies, peut-être que l'expérience d'un côté en avait besoin, mais être là et les manger. Eh bien, les gens qui ont été exposés à une bonne réputation de cette personne vont dire peut-être qu'il n'avait pas petit déjeuner, qu'il avait faim, vont penser qu'il avait une bonne raison de faire ce qu'il a fait. Donc on a tendance à croire la réputation plus que ce qu'on voit nous-mêmes. Et c'est dire à quel point, du coup, le soin qu'on donne et qu'on apporte à notre réputation est très important et traverse notre vie et notre expérience quotidienne. Et pour prendre une illustration un peu marquante, vous aurez certainement remarqué que les fabricants de voitures électriques se sont attachés à donner à leur modèle électrique une ligne et un design qui les différencient. On sait que c'est une voiture électrique. Et ça fait partie de la valeur d'affichage. Regardez, je suis sensible à l'environnement, j'ai une voiture électrique. Techniquement, ça aurait été plus économique pour un certain nombre de constructeurs de reprendre une partie de la carrosserie. Ça fait des coûts de développement en moins. Ça n'aurait rien changé. Ça aurait été plus économique. Et donc, ils ont consenti à des investissements plus élevés. On reconstruit une nouvelle voiture parce qu'on veut que les gens savent que quand une voiture a ce profil-là, pensez à la Toyota Prius, c'est une voiture électrique et donc la personne qui est au volant est une personne vertueuse. Et le marketing vert joue énormément sur cette réputation et met en avant les produits, souvent les produits qui vont plus nous permettre de nous afficher comme écologiquement vertueux, pas forcément les produits qui ont le moins d'impact en termes écologiques, mais qui peuvent être beaucoup moins visibles. Et ce qui vous amène après à parler de la notion d'équité qui nous semble chère à nous. Alors ça donne de l'espoir du coup en l'espèce humaine. Vous dites que finalement pour les personnes, ce qui est important, c'est qu'une politique publique, elle soit équitable plus que utilitariste. Je vous laisse. La taxe carbone est probablement le meilleur exemple. La taxe carbone est une mesure efficace. Chez les économistes, en tout cas, ça ne fait pas débat. Pour réduire les émissions de CO2, il n'y a pas plus efficace en termes de location des ressources. On peut même la rendre juste distributionnellement en redistribuant les gains de la taxe à un certain nombre de populations qui sont particulièrement affectées, qui n'ont pas beaucoup de choix. Enfin, on peut définir tout un tas de critères. Il y a un univers de possibilités pour redistribuer. Mais cette taxe n'est pas perçue comme équitable par les populations. Et ce, pour deux raisons. Un, qu'on a du mal à convaincre que cette redistribution se fera effectivement en fonction de la marge de choix des personnes. Pour prendre un exemple, une personne qui habite à Lille et qui prend sa voiture, à Lille veut dire dans le cœur de l'île et qui prend sa voiture pour se déplacer, a probablement plus de marge de choix, même si elle est modeste en termes de revenus, qu'une personne qui habite en grande banlieue de Lille et qui s'est endettée pour acheter une maison et qui est dans une zone où il n'y a pas de transport en commun et de voitures. Celle-là, elle est coincée. En termes distributionnels, on va plutôt avoir tendance à aider celle qui est la plus pauvre. Et ça, c'est reçu comme quelque chose d'injuste. Parce que la personne qui est allée acheter un pavillon en banlieue et deux voitures diesel, elle l'a fait parce qu'on lui a dit toute sa vie que l'idéal du parent responsable, c'était d'éduquer ses enfants
à la campagne, qu'ils aient un jardin pour courir plutôt qu'être enfermés en ville parce que c'était mieux pour eux. Et ils lui ont martelé qu'il fallait acheter un diesel parce que le diesel, c'était moins polluant. Et là, maintenant, on lui dit le contraire. Il ressent ça comme extrêmement inéquitable. Inversement, en haut de l'échelle, l'idée que des gens qui sont très riches puissent payer pour polluer est perçue comme extrêmement inéquitable. Même si ça permettrait, avec une taxe carbone assez forte, de collecter énormément d'argent pour aider tout le monde à passer la transition. Mais cette idée que j'ai le droit de payer pour polluer est perçue comme complètement inéquitable. Et ça, c'est un vrai blocage sur la mise en place de politiques publiques qui ne prennent pas en compte le fait qu'on réfléchit en fonction de critères d'équité, de tout le monde doit être traité de manière juste et pas en termes simplement d'efficacité. Donc en fait, vous dites que finalement les personnes sont sensibles au fait qu'il y aurait potentiellement des populations qui seraient sacrifiées dans certaines réformes ou qu'il y aurait des injustices et ça suffit à les rendre inacceptables. Oui, on revient sur cette question du coopérateur conditionnel. Je suis prêt à coopérer, à respecter les règles, mais je ne veux pas être la personne qui est sacrifiée. Je veux que le système fasse que si je me retrouve en situation où ça serait rentable pour le reste de la société de me sacrifier, ben je ne vais pas l'être, je vais être protégé. C'est quelque chose qu'on peut montrer de manière modélisée avec une expérience ancienne qu'on appelle le dilemme du tramway. Vous avez un tramway hors de contrôle qui arrive, vous êtes à côté d'un aiguillage avec une manette, et vous avez 3 personnes sur la voie de gauche et une personne sur la voie de droite. Le tramway se dirige vers la voie de gauche, vous pouvez pousser la manette et l'envoyer sur la voie de droite. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sacrifiez cette personne qui, si vous n'avez rien fait, ne serait pas morte ce jour-là, mais vous sauvez les 3 autres? Ou bien est-ce que vous dites, j'ai pas le droit de sacrifier cette personne, et tant pis pour les 3 autres, c'est pas de chance. La plupart des gens sont utilitaristes sur cette expérience. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, 3 vies valent mieux qu'une, tant pis. Voilà, quelqu'un doit mourir, autant que ce soit le moins de personnes possible. Maintenant, on change légèrement la présentation. On dit, vous êtes sur une passerelle au-dessus d'un tramway. Le conducteur ne fait pas attention, il y a 3 personnes sur la voie. Devant vous, il y a une personne qui est en train de regarder ça. Si vous la poussez, elle va taper le tramway, ça va faire réagir le conducteur qui va arrêter le tramway. La personne que vous poussez sera morte. Mais vous aurez sauvé les 3 personnes. Techniquement, le choix, en termes utilitaristes justement, le choix est le même. Est-ce que je sacrifie une personne pour en sauver 3? Eh bien, les gens ne répondent pas de la même manière à cette question. C'est pas la même chose de pousser une manette et qu'après, ça soit les conséquences qui fassent que de prendre quelqu'un et de le balancer par-dessus une rampe, même si on aboutit au même choix. Parce que, quelle est la différence? C'est que dans la présentation avec la passerelle, eh bien, on se projette dans la personne qui est projetée. C'est moi qui projette cette personne, mais je pourrais aussi bien être la personne projetée. Et ça, je ne veux pas être dans cette situation-là. Alors que je m'identifie moins avec la personne qui est sur les voies. Bon, bah, c'est pas moi, je suis à côté de la manette. Merci beaucoup. Je pense qu'on se dirige vers la fin, mais en tout cas, avant de prendre vos questions, éventuellement. Bon, il y a encore énormément de choses dans l'ouvrage, hein, donc là, on a été sur quelques grandes idées, mais je vous invite évidemment à le lire. Enfin, ce que je voulais aussi dire là, c'est que finalement, vous promouvez l'idée que pour les acteurs qui vont concevoir les politiques publiques, c'est important qu'ils prennent en compte finalement la psychologie des individus et des populations, le système moral, le système de valeurs qui peut être différent en plus selon les sociétés, avant de produire des préconisations, des politiques publiques, parce qu'elles seraient plus efficaces si on prenait en compte cela. C'est ça, et pas qu'au niveau de la conception, j'ai envie de dire. Depuis plus d'1 an maintenant, je travaille avec des conseillères et conseillers Pôle emploi Hauts-de-France qui accompagnent des jeunes dans leur parcours vers l'emploi. Et l'essentiel de la formation qu'on leur a fait, c'était quels sont les freins et les leviers que ces jeunes peuvent avoir dans la relation avec elles, avec eux, et dans leur parcours vers l'emploi.
Et ce qu'elles nous ont dit à l'issue de la formation, donc c'est surtout des conseillères et un conseiller, c'était non, mais on n'avait jamais pensé à vraiment réfléchir, à imaginer comment ces jeunes réfléchissaient, et comment ce qu'ils avaient pu vivre dans leur famille faisait qu'ils ne réagissent pas comme les demandeuses et demandeurs d'emploi qu'on a l'habitude d'accompagner. Un exemple simple, ils avaient une bonne partie de ces jeunes qui leur disaient « Moi, je ne veux pas d'un CDI. Non, mais toi, tu veux m'amener d'un CDI, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux travailler tout de suite. Je veux un CDD, je veux une mission d'intérim. Ta formation pour être chauffeur-livreur, moi, j'en veux pas. » Et ils ne comprenaient pas pourquoi, parce que ça les amenait à accepter des boulots précaires, qui les menaient pas vraiment, qui faisaient qu'un mois, 2 mois, 3 mois plus tard, ils venaient revenir et il fallait refaire toute la démarche. Qu'est-ce qui se passait? Et en fait, en les écoutant, ils ont appris que c'était beaucoup des enfants qui avaient grandi dans des familles dont les parents avaient été abîmés par le travail à long terme dans une même entreprise. Des personnes qui avaient consacré beaucoup de temps, qui s'étaient beaucoup investies dans une entreprise pour finalement se faire licencier à 50 à 55 ans et se retrouver complètement sur le carreau. Des parents qui avaient subi pendant des années un management ou des managers toxiques. Et pour leurs enfants, le CDI, le travail classique, c'est ça. Et ils n'en veulent pas, en tout cas pas tout de suite. Ils veulent pouvoir faire le choix, aller essayer plus d'entreprises. Si leur chef est un con, dire allez hop, ciao, bye bye, sans moi, et sans que ça prête à conséquence. Ouais, genre pourquoi vous avez démissionné? Pas démissionné, c'était une mission d'1 semaine. Je suis parti au bout de la semaine. Ça ne me convenait pas. Et voilà, là on n'est pas au niveau de la conception des politiques publiques, on est vraiment au niveau de la réalisation des politiques publiques. Et c'est aussi tous ces agents publics au contact du public qu'il faut former à cette idée que la compréhension du public est une partie intégrante du boulot. Ce qui a rien d'évident, parce que nos conseillères, en écoutant plus les jeunes, elles se sont retrouvées aussi à recueillir des récits extrêmement difficiles. Très grande précarité, viol, violence familiale, pour lesquels ce n'est pas leur boulot d'accompagner, pour lesquels elles ne sont pas formées non plus à recueillir ce type d'expérience traumatique. Et donc ça veut dire de la part de l'institution publique, tout un accompagnement des agentes et des agents autour du fait que quand on s'ouvre à quelqu'un, il faut pouvoir gérer ce que la personne nous envoie aussi. Et pas rester dans mon boulot, c'est de te trouver un boulot, le reste, je ne veux pas en entendre parler. Finalement, il est nécessaire aussi de repenser le travail des agents et peut-être la formation et quelle est leur vocation finalement en tant qu'agent public, service public, quoi. Je dirais que dans mon expérience, la vocation est longue. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est plutôt les indicateurs avec lesquels on pilote leur activité qui les décalent par rapport à une vocation qui initialement était plutôt tournée vers les autres et vers leur public. Et la première chose qu'ils nous ont dit, c'est vous n'êtes pas conseillère, vous ne conseillez pas l'emploi par hasard. Et on pourrait dire la même chose des enseignantes et des enseignants. La vocation, elle est là, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on les a poussés vers justement un modèle d'efficacité, de pilotage, vers des indicateurs qui les empêchent d'exercer cette vocation et de prendre la posture, les actions qui correspondent à cette vocation initiale. Est-ce que vous avez une question ? Ou un commentaire C'est vrai qu'il faut le temps d'assimiler tout ça. C'est pas évident. Un point sur lequel peut-être je peux attirer l'attention en conclusion, c'est le fait que on essaye d'attirer l'attention là-dessus, nous, chercheuses et chercheurs en sciences cognitives, mais des acteurs comme les concepteurs d'interfaces de smartphones, d'interfaces informatiques, etc., ont à leur service des armées de services de chercheurs et de chercheuses en sciences cognitives. Et l'usage à notre détriment et à leur avantage de tous ces automatismes de l'esprit humain est quelque chose qui est profondément ancré dans l'industrie. Un exemple, vous allez sur des sites de réservation de chambres, d'hôtels, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir disant Marie-Jeanne de Hénin-Beaumont est en train de regarder cette annonce.
Le problème, c'est que Marie-Jeanne n'existe pas. Vous regardez dans le code source de la page, le code informatique qui génère cette page, et vous voyez que ce que fait la page, c'est qu'elle regarde l'adresse à partir de laquelle vous connectez à Lille. Va taper dans un tableau où il y a un prénom, où il y a une localité des Hauts-de-France ou de la région lilloise, et va vous afficher ce pop-up pour vous activer chez vous le risque de perdre la version à la perte. Ah, il faut que je fasse vite, sinon Marie-Jeanne va me prendre cette chambre que je suis en train de regarder, et vous amener à acheter plus vite quelque chose qui correspond moins à ce qui vous intéresse, mais qui fait plus de marge pour la plateforme de réservation. Les interfaces digitales aujourd'hui sont truffées de propriétés et conçues comme ça pour maximiser notre engagement, nous amener à acheter plus vite, rester plus longtemps, voire plus de publicité. Et la régulation de ces pratiques, ce que je vous ai dit, là, le code source, sur le code source de la page, c'est déjà interdit, par exemple, en Californie, c'est en discussion d'être interdit en Europe, c'est vraiment une immense frontière pour l'action publique. Essayer de taper plus systématiquement, d'identifier et d'interdire, parce que là on est vraiment dans les outils classiques de la puissance publique, toutes les situations dans lesquelles les agents privés utilisent les automatismes de l'être humain et du fonctionnement humain au détriment de leurs clients ou de leurs clients potentiels. Et en termes de programme, ça va extrêmement loin. Évidemment, en parallèle avec le fait de sensibiliser les personnes au fait qu'elles sont exposés à ce genre de pratique. Bon, la prochaine fois que vous verrez, c'est toutes ces fenêtres, tant de personnes ont ça dans leur panier, plus que tant de trucs disponibles. Soufflez, faites attention, regardez bien l'hôtel, plus que 5 chambres disponibles. Ah oui, mais c'est un hôtel qui n'a que 6 chambres. Ça devrait aller. C'est vrai que il y a beaucoup d'exemples aussi très intéressants et très précis qui sont très éclairants. Et c'est vrai que vous avez aussi tout un paragraphe qui vous promouvez, vous invitez la puissance publique à protéger les individus des conséquences du fait que le privé va utiliser nos biais. Du coup, je mets des guillemets, vu que ce terme n'est pas forcément très adapté. Ce que vous venez de dire finalement, donc à la fois mieux comprendre la psychologie pour accompagner les personnes et à la fois protéger les gens d'utilisation abusive finalement de ces biais de comportement. C'est ce qu'on connaît depuis longtemps dans certains domaines. Les sciences cognitives, bon, là j'ai pas trop le temps de le montrer pourquoi, mais on est assez mauvais pour faire des bons choix sur des choix qu'on fait rarement. Typiquement, acheter un logement. On va finir par acheter un logement pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec les critères objectifs même qu'on se fixe consciemment. Et du coup, les périodes de réflexion obligatoires dans l'achat d'un logement sont quelque chose de très bien en termes cognitifs, parce que ça nous oblige à réfléchir et à nous ramener à nos critères objectifs qu'on s'était fixés. On peut aller plus loin, c'est en train de se faire. Pendant des années, j'ai donné l'exemple du Monde, où vous pouviez vous abonner en un clic et vous ne pouviez vous désabonner que par une lettre recommandée avec accusé de réception. Ce qui faisait que plein de personnes restaient abonnées parce que ça allait être recommandé, voilà. À force que tous les intervenants de mon type utilisent ça comme exemple, ils ont fini par caler l'année dernière et accepter le désabonnement en ligne. En Californie, c'est aller plus loin, puisque le principe, c'est que la procédure de désabonnement doit être aussi simple que la procédure d'abonnement. Et comme toutes ces plateformes ou magazines ont fait énormément d'efforts pour simplifier la procédure d'abonnement, ils se retrouvent obligés de simplifier tout le parcours de désabonnement. On a certaines qui vont même plus loin pour se montrer vertueuses, par exemple Netflix, qui a automatiquement désabonné les comptes qui n'étaient pas actifs, qui payaient un abonnement, mais qui ne s'étaient pas connectés au service depuis 6 mois. Ils leur envoient un mail en disant bon, si vous ne vous reconnectez pas dans les 3 semaines, on arrête votre abonnement et on vous rembourse ce qui vous reste à payer. On arrête de vous prélever. On vous rembourse ce qui vous reste parce que c'était au mois, mais on arrête de vous prélever. Donc il y a une évolution qui est possible et qui peut être aussi portée par des entreprises qui décideront d'être plus vertueuses dans ce domaine. Finalement, il y a des solutions qui existent, il faut s'y pencher. Et j'imagine que pour ces entreprises, ça peut aussi être bénéfique puisque ça leur donne une meilleure réputation, peut-être sur la réputation, on en parlait tout à l'heure. Oui, évidemment, là pour Netflix, c'était son intérêt. Ils savaient que, ah oui, non, mais je vais m'abonner à ça, je ne vais pas regarder, je vais oublier, je vais me retrouver à payer. Ben non.
elle lève cette peur, parce que si j'utilise pas, ils finiront par me désabonner, et puis c'est pas grave, je perdrai 2-3 mois d'abonnement. C'est pas comme si je me retrouvais avec 2 ans d'abonnement à un truc que j'utilise pas. Merci beaucoup, je crois que c'est la fin. Merci beaucoup.